auditeurs, bonjour. Merci d'être fidèles à la télévision amazonienne qui est une initiative liée au confinement dû au coronavirus. Donc, je profite pour vous donner des informations et aujourd'hui, eh bien, nous allons vous présenter la première émission qui parle de la cuisine et nous voulons mettre à travers cette émission en avant la cuisine guyanaise, notre cuisine guyanaise, notre cuisine de terroir plus exactement, que vous pouvez redécouvrir ou découvrir ou faire découvrir à vos amis qui sont confinés ou alors préparer quelques bons plats pour vous permettre de passer le confinement dans de bonnes conditions. Sans plus tarder, je vais vous laisser écouter, avant de vous donner la recette, potage aux épinards pays, justement, c'est ce que je vais vous présenter, je vais vous donner les ingrédients. Eh bien, je vous laisse écouter Sylviane Sidia, un enfant du pays, qui nous interprète un très joli morceau. Et puis après quoi, nous allons nous retrouver pour parler de la cuisine, de notre environnement culinaire en Guyane et dans le bassin des plateaux de Guyane, parce que nous avons beaucoup de choses à dire au monde à travers, bien sûr, la télévision amazonienne et sur notre richesse, notre patrimoine culinaire. À très bientôt. Nous chacun bel jardin, mais nous laisser pousser celle qui vit mauvais. Toute morale pour nous attirer l'île. Assis posé en invité qui finit pour dîner. Couvert pas dressé, rien sous diffé, rien pour boire, rien pour manger. Ça qui bon, racher ça qui mauvais. On nous cultive, pensez-nous. Gardez ça qui bon, jeter ça qui mauvais. On nous cultive, jardin nous. Planter ça qui bon, racher ça qui mauvais. Des femmes
jeter ça qui est mauvais. On nous cultive jardin, planter ça qui est bon, racher ça qui est mauvais. On nous cultive penser, garder ça qui est bon, jeter ça qui est mauvais. On nous cultive jardin, planter ça qui est bon, racher ça qui est mauvais. On nous cultive penser, garder ça qui est bon, jeter ça qui est mauvais. Je vous disais donc il y a quelques instants, je tiens à vous présenter pour la toute première fois cette émission qui est consacrée essentiellement à la cuisine guyanaise. Donc cette recette que je vais vous donner s'intitule un potage aux épinards pays. Donc nous avons des épinards ici en Guyane française en quantité et donc ça sera l'occasion de renouer avec les épinards du pays pour pouvoir réaliser cette recette de cuisine. Alors que faut-il pour cette recette de cuisine? Eh bien il vous faut 1 kg d'épinards pays. Il vous faut également 2 ignames, ou si vous n'avez pas d'igname, vous pouvez prendre à la place 3 pommes de terre moyennes. Il vous faut 1 verre de lait, du sel, mais aussi du poivre. Alors il faut savoir que concernant justement la cuisson de ce potage, il vous faut 15 minutes. Alors comment va-t-on procéder? Eh bien, dans un premier temps, il faut laver les épinards et les plonger dans de l'eau salée. Ensuite, les porter à l'ébullition. Plonger également les ignames ou les pommes de terre pelées et coupées. Ensuite, vous laissez cuire à couvert pendant 10 à 15 minutes. Passer les légumes cuits à la moulinette et remettre la purée dans de l'eau de cuisson, quelques louches pour liquéfier. Vous ajoutez un verre de lait et mélangez, poivrez, ressalez un peu si c'est nécessaire et ensuite vous ajoutez une noix de beurre avant de servir. Voilà, votre recette est prête. En tout cas, votre potage est prêt pour être consommé avec vos amis. Alors, je répète, pour la préparation du potage aux épinards pays, il vous faut 15 minutes de cuisson. D'accord? Donc, pour les ingrédients, 1 kg d'épinards pays, 2 ignames ou alors 3 pommes de terre moyennes, 1 verre de lait, du sel et du poivre. Vous lavez les épinards et les plongez dans de l'eau salée, portez à l'ébullition. Ensuite, plongez également les ignames ou les pommes de terre pelées et coupées. Vous laissez cuire à couvert 10 à 15 minutes. Passez les légumes cuits à la moulinette et remettre la purée dans de l'eau de cuisson, quelques louches pour liquéfier. Vous ajoutez un verre de lait et mélangez. Vous poivrez et ressalez un peu si c'est nécessaire. Et puis ajoutez une noix de beurre avant de servir. Voilà, c'est la recette du jour qui vous est présentée par la télévision amazonienne de l'Est. Bon appétit et restez à notre compagnie. Dans un drôle d'univers que je n'aurais pu imaginer. Planer dans les airs en gardant les pieds sur terre, même pas en rêve, aucune idée. Et pourtant, ce jour-là, j'étais si sereine, loin de penser un instant
à voyager sans destination. Les yeux fixés vers le ciel, j'attendais une réponse. Je me sentais seule, si seule, face au silence. Je me suis trouvée dans un grand tunnel, entre la foi ou me résigner, sachant bien que je ne pouvais rien faire, sinon espérer me retrouver. Si fragile, impuissante, la peur m'avait désarmée, quand tout à coup un chant à mon oreille captive à ma pensée. Je ne pensais plus à rien, n'avais plus peur de rien, je me sentais si seule. J'ouvris les yeux et souris à la vie et me mis à chanter. Même en secours et toujours galimien. Bon Dieu bon, pas oublier ça, pas oublier ça, pas oublier ça. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Pas pédi pied à couteau garder espoir. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Il est toujours là, il est toujours là. Pourquoi chercher au dehors ce que tu as au fond de toi? Tu as de la force pour prier encore, alors ne t'en prive pas. Essuie tes larmes, oui la belle dame, surtout ne t'éparpille pas. Tu as tes ressources, ferme les yeux, puise donc au fond de toi. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Même en secours, il toujours galigné. Bon Dieu bon, pas oublier ça, pas oublier ça, pas oublier ça. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Pas pédi pied à couteau garder espoir. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Il est toujours là, il est toujours là. Maria, 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 Mama. Grazie, Alleluia. Maria, 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 Mama. Amen, Alléluia. Maria, 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 Mama. Canta mi fille Maria. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Même en secours, il toujours galimien. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Pas oublier ça, pas oublier ça. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Pas pédi pied à couteau garder espoir. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Il est toujours là, il est toujours là. Maria, 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 Mama. Amen, Alléluia. Maria, 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 grazie, Alleluia. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Maria, Maria, Mama. Amen, Alléluia. Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie de Mathieu Plane, directeur adjoint au département analyse et prévision à l'OFCE, également Maxime Sbey, directeur général du think tank Génération Libre, et Sophie Fay, grand reporter à l'Obs. Quelles perspectives économiques pour 2019 ? Quelles perspectives économiques pour 2019 ? Quel sera finalement l'impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ? La croissance américaine est-elle durable ? La Chine
va-t-elle connaître un ralentissement? L'Europe est-elle sortie de la crise? En tout cas, selon l'Eurasia Group Report, les risques géopolitiques sont très élevés. Mais 2019 devrait être plutôt une bonne année. Qu'en pensez-vous, Mathieu Plane? Qu'est-ce qu'en disent vos statistiques? Disons qu'il y a des grosses incertitudes sur 2019, plus fortes que d'habitude. C'est-à-dire qu'on voit à la fois sur l'environnement international, que ce soit les tensions géopolitiques, la guerre commerciale, notamment menée par Trump, que ce soit au sein de la zone euro, avec notamment l'Italie et la crise que connaît l'Italie, le rapport de force avec la Commission européenne. On voit la Brexit aussi, donc on ne connaît pas encore le point de sortie. Voilà. Donc on accumule quand même des facteurs qui ne sont pas favorables de ce côté-là. Et si on regarde aussi d'un point de vue plus conjoncturel, dans beaucoup de pays, on est quand même en haut de cycle. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où justement les taux de chômage sont bas et on attend plutôt un retournement de conjoncture, c'est-à-dire un ralentissement. Alors souvent ces cycles ont été retardés, notamment aux États-Unis, par des politiques budgétaires expansionnistes. Et on voit qu'on va progressivement sûrement avoir un retournement de cycle et surtout, dans notre pays, mettre en place des politiques de consolidation budgétaire, comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas indéfiniment faire d'expansion budgétaire et surtout aussi une normalisation des politiques monétaires. Donc, et donc le risque, c'est effectivement qu'on ait un ralentissement assez marqué. Pas en 2019 ou déjà en 2019? Non, en 2019, on reste avec un scénario de croissance quand même assez favorable, mais on va dire qu'on commence à s'orienter là-dessus. Et surtout, et ce qui est intéressant dans le cas de la France, c'est que la France était plutôt un peu à l'abri de ça. C'est-à-dire que la France avait quand même des réserves de croissance ou un retard dans le cycle par rapport à d'autres pays. Et c'est vrai que tout ça est un peu remis en question aujourd'hui avec le climat d'incertitude qui se crée en France, notamment la question des gilets jaunes. 2019 pourrait être une bonne année parce que finalement, il y a beaucoup d'éléments qui sont assez favorables en interne. Mais l'incertitude qui est en train d'être créée autour notamment de l'environnement fiscal, autour de l'incertitude par rapport aux gilets jaunes et aux manifestations, peut mener justement à une croissance qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait attendre. Lorsqu'on regarde les taux de chômage dans la zone euro, on va les voir s'afficher. Il a reculé ce taux de chômage à 7,9% au mois de novembre. C'est son plus faible niveau depuis octobre 2008, mais il reste tout de même supérieur en moyenne au niveau de 2007. Les taux les plus bas, bien sûr, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. Les plus élevés, la Grèce et l'Espagne. Et la France, taux en hausse à 9,3%. Sophie Fay, c'est vrai que difficile de lutter contre le chômage en France. C'est très inquiétant. On est en train de se demander si le chômage structurel, alors on entend des chiffres complètement délirants. Donc le chômage structurel, c'est ce chômage qui ne baisse pas même quand il y a de la croissance parce que les gens ne sont pas qualifiés comme il le faudrait pour pouvoir prendre les emplois qui sont proposés. Et on entend maintenant des économistes qui parlent de taux entre 7 et 8, 9%. Donc on a l'impression que même s'il y avait de la croissance, on n'arriverait pas à faire baisser ce taux de chômage. Et on a une promesse très forte du gouvernement là-dessus, qui est la réforme de la formation professionnelle et le grand plan d'investissement dans les compétences pour lequel 15 milliards d'euros devaient être mobilisés. Or, ces 15 milliards d'euros, on ne les voit pas arriver sur le terrain. En fait, on ne sait pas où ils sont, on ne les voit pas arriver. Et là, vraiment, il y a une urgence et plus urgente que le grand débat. C'est-à-dire, Maxime Sbey, il faudrait effectivement s'orienter sur la formation pour lutter contre ce chômage structurel. Oui, effectivement, le vrai problème, c'est le chômage structurel. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle haussier au niveau de la conjoncture en France. Ça fait 5 ans qu'on a de la croissance positive. Le chômage baisse en zone euro. Vous vous rappelez les chiffres, 7,9% en novembre 2018. En 2012, ils étaient à 12%. Donc il y a quand même une belle recrudescence du chômage en zone euro. C'est pas porté par la France. La France ne contribue en rien à la baisse de ce chômage. Et il est plutôt stable depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, et même avant, tourné autour de 9%, alors que l'économie française est arrivée à son potentiel. C'est quelque chose qu'on estime, et qui en fait est une estimation où les facteurs de production, si vous voulez, ne créent pas d'inflation. L'utilisation des facteurs de production ne crée pas d'inflation. Donc c'est-à-dire que le chômage qu'on voit actuellement est très proche vraisemblablement du chômage structurel, et c'est assez inquiétant, parce que ça veut dire que ce n'est plus une question de conjoncture, c'est une question des structures du marché du travail et de l'organisation du marché du travail, et effectivement aussi de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, les besoins et les demandes de travail ne correspondent plus, et le marché est assez mal organisé, et tellement mal organisé qu'on se retrouve même avec une croissance à un chômage à 9%. Ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas le traiter simplement par une relance budgétaire ou par la politique monétaire. C'est vraiment une réforme structurelle, et ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans ces réformes-là. Mathieu Plane, ça faisait partie du programme d'Emmanuel Macron. Oui, non. Alors, c'est vrai qu'un des paradoxes, c'est qu'on se retrouve avec une situation dont on voit des difficultés de recrutement qui augmentent, notamment. C'est vrai qu'on parle d'un chômage structurel. Alors, c'est toujours difficile à qualifier, le chômage structurel, de savoir où on est exactement. C'est vrai que... Donc, expliquez-le, justement. Alors, le chômage structurel, c'est le niveau de chômage qu'on peut atteindre sans tension inflationniste. C'est-à-dire que quand on passe en dessous, ça crée des tensions inflationnistes. Donc le paradoxe aujourd'hui, c'est que beaucoup disent qu'on serait revenu au chômage structurel, sauf qu'on n'a pas du tout de tension inflationniste. C'est-à-dire qu'au contraire, quand vous regardez l'évolution des salaires, elle est très peu dynamique.
On a même des salaires réels, c'est la première fois depuis 2012, qui sont passés en territoire négatif. Donc normalement, ce qui est rare est cher, et donc on ne le voit pas, ça. Ça ne se traduit pas par des augmentations de salaire, pas par une dynamique salariale. Donc il n'y a plus de marge de manœuvre en fait pour et donc il y a quand même un l'emploi. point important, c'est-à-dire qu'on voit, on a eu une année de croissance qui était importante, qui est celle de 2017. On a 2,3% de croissance. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on peut faire de la croissance. Le problème, c'est que ça a duré qu'un an. Et on a créé près de 350 000 emplois sur un an. Donc on peut créer des emplois. Le problème, c'est qu'on a une vraie rupture de croissance. À partir de 2018, je vous rappelle, on retombe à 0,2% de croissance par trimestre en 2018. Et avec Ça, cette c'est un choc croissance... fiscal. Et là, il y a le choc fiscal. Et avec une croissance aussi faible, vous créez très peu d'emplois. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des seuils de croissance. Aujourd'hui, on ne peut pas faire baisser le chômage. C'est-à-dire que si on ne revient pas, si on n'est pas capable aujourd'hui de faire plus de 1,2, 1,3% de croissance, effectivement, on restera avec un chômage élevé. Et ce n'est pas que des questions structurelles. Même si je rejoins ce qui a été dit, il est important, bien sûr, de mettre le paquet sur la formation. On voit les jeunes éloignés du marché du travail, on voit les chômeurs de longue durée. Tout ça a été dans le programme d'Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, il y a la question budgétaire et on ne voit pas de montants vraiment qui sont alloués à cette formation. Mais justement, Emmanuel Macron, du coup, paye un petit peu cela aussi, ce manque de résultats sur le plan de l'emploi, probablement. C'est probablement une des raisons de la grogne, parce que c'est vrai que si les gens, par exemple, qui sont en emploi précaire aujourd'hui avaient pu trouver des emplois de meilleure qualité, ils ne seraient pas sur les ronds-points. Donc, ils payent aussi Donc, pourquoi cette réforme n'est-elle pas justement exécutée, Sophie, telle que vous le dites? Alors, d'abord, parce qu'il y a peut-être une réalité financière, c'est 15 milliards sur la totalité du quinquennat, on ne sait pas très bien qui pilote ça, qui le dépense. Ensuite, Ce fameux compte de formation, compte personnel plan de formation. d'investissement dans les compétences. Et puis ensuite, on est dans une année de réforme, donc on est dans une année de transition. Il faut que les organismes de formation professionnelle se réorganisent, il faut que les entreprises ciblent mieux les besoins, et il faut aussi qu'on ait ces nouveaux centres d'apprentissage qui vont être créés avec une implication plus forte des entreprises et un peu moins forte de l'éducation nationale. Il faut que ces centres d'apprentissage apparaissent. Et donc tout ça prend un petit peu de temps. Il avait dit, Emmanuel Macron, que ça prendrait du temps sur la durée du quinquennat, mais il y a une vraie impatience, surtout que on est maintenant, ce qui me frappe beaucoup sur la conjoncture française et la conjoncture internationale, c'est l'inquiétude et l'incertitude dans laquelle se sentent les chefs d'entreprise aujourd'hui. Donc c'est très peu favorable aux décisions d'investissement. Alors qu'il y a un an, il y avait une grande confiance, me semble-t-il, il y a un an. Donc tout ça a basculé en un an, c'est tout de même incroyable. En zone euro, c'est intéressant, parce qu'en zone euro, justement, il y a beaucoup de facteurs qui s'accumulent. On est à 77 jours du Brexit, c'est quand même le gros point d'interrogation de 2019. C'est quand même... Des risques géopolitiques importants. Oui, et en fait, également. les risques sont politiques, finalement. C'est-à-dire qu'économiquement, les fondamentaux, comme on dit, sont pas forcément mauvais, mais on a des risques politiques qui s'accumulent. Vous avez mentionné l'Italie, ça c'est aussi un gros sujet. L'Italie, elle est probablement en récession aujourd'hui technique, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu le deuxième trimestre croissance négative. De ce qu'on voit des enquêtes de conjoncture, des enquêtes de confiance, c'est qu'effectivement, elle a eu un quatrième trimestre qui est probablement aussi négatif. Donc techniquement, c'est en récession. L'Allemagne, on voit aussi des chiffres assez inquiétants de l'Allemagne. La production industrielle hier qui est sortie, un chiffre très négatif, on s'y attendait pas du tout. Et l'Allemagne est probablement, alors je pense ça avec vraiment des pincettes, mais probablement en récession technique aussi à la fin 2018. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte à ce moment-là. Alors il y a des facteurs très temporaires qui expliquent ça sur le secteur automobile ou sur d'autres facteurs, mais la zone euro effectivement est beaucoup moins forte et beaucoup moins vigoureuse, on va dire, qu'au début 2018. Elle commence 2019 sur un pied un petit peu plus faible. Et là, pour ajouter au pessimisme ambiant, Larry Summers, l'ancien conseiller de Barack Obama, conseiller économique, lui dit qu'il y a entre 40 et 50% de chances que les États-Unis connaissent une récession dans les 2 années qui viennent. Mathieu Plane. C'est Larry Summers qui le dit. Donc. Non, mais c'est vrai qu'il faut écouter. Il est assez crédible, non ? Oui, il est assez crédible. Après, c'est de la probabilité. Non, une chance sur 2 que les États-Unis entrent en récession dans 2 ans. Il y a des facteurs qui sont vraiment mal orientés, surtout pour 2019. On est dans l'intermédiaire, mais 2020, c'est assez clair. C'est-à-dire que il y a des retournements un peu partout. Alors peut-être qu'ils vont avoir lieu plus vite que prévu. C'est vrai que vous l'avez évoqué sur la question de l'Allemagne, qui avait quand même une croissance forte, et on voit finalement un ralentissement qui est très très marqué, avec pour le coup une contrainte qui est plutôt d'améliorer sa croissance potentielle, avec la problématique de la population active, une main-d'œuvre qui est vieillissante, des problèmes de recrutement qui sont très forts. Là, pour le coup, les difficultés de recrutement sont énormes en Allemagne. Et c'est vrai que le retournement, et notamment aux États-Unis, risque d'être assez marqué en 2020, quand on va sortir des politiques budgétaires expansionnistes et qu'on va revenir vers une politique monétaire. Aujourd'hui, ils sont plein emploi. Mais ça a été poussé, c'est-à-dire que le cycle a été retardé et donc le retournement sera d'autant plus fort.
et peut-être corrélé avec un retournement des marchés encore plus marqué. Donc, faut juste c'est vrai que rappeler les inquiétudes sont c'est fortes. la plus longue phase d'expansion, Ouais. C'est le cycle le plus long de l'histoire économique américaine. C'est-à-dire que ça Ouais, fait aux 10 ans qu'ils États-Unis. sont en croissance. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, la croissance, au bout d'un moment, les cycles. Et alimenté par le plan de relance Et de Donald alimenté Trump. avec un déficit à 5% du Été PIB, repoussé, qui est ouais. quand même normalement en haut de cycle, vous avez avec des déficits bas. L'inquiétude qu'on va avoir, Oui. c'est quand il y aura le retournement, c'est comment on va financer ces déficits. Sophie. La toute petite lueur d'espoir, c'est que Donald Trump commence à prendre conscience de ça. Et vous avez vu que dans la guerre commerciale avec la Chine, il a un peu levé le pied parce que c'est pas le moment de commencer à rentrer dans la guerre commerciale entre les deux pays si les croissances ralentissent dans les Comme deux. la Chine ralentit Et c'est le aussi. cas dans Chine les deux. ralentit. Donc tout La à coup, Chine ils ont un ralentit peu, aussi, l'intérêt ils ont un qu'on peu a. changé de ton. Et ça, c'est une bonne C'est nouvelle l'intérêt des aussi deux, pour l'économie effectivement, européenne. Donc on pourrait en faire en sorte justement que l'avenir soit un peu moins sombre, Mathieu Plane, là, s'il y avait une petite recette. Non, alors le problème, des recettes, c'est vrai qu'une plus grande coordination des politiques économiques, c'est important. C'est vrai Voilà, que on n'y est pas. on mais- est très loin. On voit que l'Europe, on voit que le projet européen vacille quand même fortement un peu dans tous les pays. La question du Brexit a été évoquée, qui peut quand même aussi poser un certain nombre de problèmes et de questions. Donc c'est vrai, une fois de plus, les fondamentaux sont peut-être pas si mauvais que ça dans un certain nombre d'endroits. Alors peut-être pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, je pense qu'il y a quand même des raisons de s'inquiéter, notamment sur les trajectoires de déficit public et commerciaux. Mais sinon, en Europe, finalement, les fondamentaux n'étaient pas si mauvais. Mais la question derrière, elle est vraiment politique aujourd'hui. Et on voit émerger des populismes un peu partout en Europe. Et donc, ça crée vraiment des Et voilà, inquiétudes. les risques Pour sont... les investisseurs, bien sûr. c'est Les très risques sont important. politiques, malgré tout. Merci beaucoup, Mathieu Plane, Maxime Sbey, Sophie Fay. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Certains voient en l'Artémisia annua une plante dangereuse. Je n'oserais jamais donner ceci à mon propre enfant. Elle est pourtant consommée depuis 2 millénaires en Chine pour soigner la malaria et des paysans la cultivent aujourd'hui en Afrique. Dès qu'on a de la fièvre, on ajoute une petite pincée d'artémisia et on le boit. Et la fièvre disparaît. Il n'est pourtant pas si facile de s'en procurer. L'artémisia annua est une jolie plante qui est très efficace, mais interdite en France. On n'a pas le droit d'interdire de guérir des gens avec une herbe médicinale. L'artémisia ne semble dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un business. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit « Monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business ». Et nous, du jour au lendemain, on nous a coupé tous les fonds. Malaria Business, une enquête exceptionnelle à découvrir dans Reporter le Doc sur France 24. Salut et merci. Je suis avec vous à nouveau pour quelques minutes. Tout simplement, je suis dans un cadre bien différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Alors, je vous l'ai dit il y a quelques instants, j'inaugure avec vous sur la page Facebook et une rubrique qui s'appelle rubrique santé mentale et rubrique santé tout simplement. Il y a certaines personnes, comme vous le savez, à travers le monde qui souffrent avec des problèmes de santé et qui ont parfois besoin de conseils. Donc, Océan de Joie se propose d'inaugurer cette rubrique qui parle à la fois de la santé mentale, mais aussi de la santé, tout simplement. Donc aujourd'hui, après avoir parlé de l'aspect psychosomatique, je veux m'entretenir avec vous quelques minutes sur la sinusite. Vous savez, la sinusite, c'est un problème de santé et c'est quelqu'un qui pose la question « Je souffre de sinusite chronique. J'ai longtemps utilisé des décongestionnants nasaux. Je pense que ces médicaments sont inefficaces car mon état a empiré. Que dois-je faire ou que puis-je faire ?» Alors c'est la personne qui pose la question. Donc la sinusite, aussi connue sur le nom de rhinosinusite, est un processus inflammatoire des sinus, espace rempli d'air situé derrière le front, les joues et les yeux. Normalement, l'air entre et sort des sinus et la morve et les sécrétions drainent le nez.
les causes les plus courantes pour le développement de cette maladie sont les infections respiratoires d'origine virale et les allergies. Certains des facteurs de risque qui causent la sinusite sont la rhinite allergique, les infections dentaires, une irritation chimique, une intubation nasogastrique et une obstruction par une tumeur ou un corps étranger. Avec des symptômes de rhinite possibles, la sinusite peut être accompagnée de sécrétions nasales purulentes, des rhinorrhées postérieures, de toux, de maux de tête, de douleurs au palais et aux dents. La rhinite allergique peut prédisposer le patient à développer une sinusite bactérienne qui peut devenir chronique. La sinusite chronique peut être asymptomatique et affecter le sens de l'odorat, causée par une mauvaise haleine et aggraver l'asthme. L'inflammation de la muqueuse nasale et sinusale est la cause sous-jacente de la rhinosinusite aiguë et chronique. Le médecin, le praticien, examinera le patient et lui donnera de légers petits coups au visage sur les sinus paranasaux pour identifier toute douleur ou sensibilité au toucher dans cette région. Certaines études d'images telles que la radiologie des sinus, la tomodentitométrie et une image par résonance magnétique du crâne peuvent montrer que les sinus sont remplis de liquide ou révéler un épaississement des tissus des sinus. Donc c'est pour montrer effectivement, bonjour la sclérée, que la question de sinus est un problème mental, est une maladie du moins chronique qui, n'est-ce pas, peut créer quelques désagréments en matière de santé. Donc je rappelle que j'inaugure avec vous une nouvelle rubrique qui s'appelle rubrique santé mentale. Je viens de vous présenter une première vidéo dessus et aujourd'hui dans la rubrique santé, je parle tout simplement de la sinusite. Maintenant, comment traiter la sinusite? Puisque, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui pose une question sur le sujet. Je souffre de sinusite chronique. J'ai longtemps utilisé des décongestionnants nasaux. Je pense que ces médicaments sont inefficaces car mon état a empiré. Que puis-je faire? Eh bien, comment peut-on traiter ce problème de santé qui, n'est-ce pas, est désagréable pour celui qui en est affecté? Le traitement peut inclure l'utilisation d'une solution saline. Dans les cas où l'on soupçonne une infection bactérienne, les antibiotiques seront peut-être nécessaires. Les cas les plus chroniques peuvent exiger, en plus des antibiotiques, des stéroïdes nasaux. Les objectifs du traitement sont de guérir l'infection et de soulager les symptômes. Donc, manger des aliments avec des acides gras du type oméga 3. On peut utiliser le lait, on peut utiliser les noix, le soja, les amandes, le pois chiche, épinards, choux, ananas et riche en sélénium, l'asperge, brocoli, céleri, chou, ananas, pas ananas, le chou, oui, je l'ai dit, le brocoli, je l'ai dit, céleri, dattes,
noisette diminue les épisodes des symptômes des sinus aigus chez les enfants notamment. Alors, évitez de boire le lait. Évitez de boire le lait parce que on a l'habitude de dire que les enfants doivent boire du lait, les adultes aussi, parce qu'il peut y avoir des problèmes osseux pour les adultes qui ont un certain âge et qu'il faut boire le lait. Mais dans le cas du traitement de la sinusite chronique, n'est-ce pas, il faut, dans la thérapie, éviter de boire le lait, de manger le beurre, le fromage, le yarou, les produits à base de farine blanche, le sucre, le café, l'alcool, le tabac, les épices et la viande. Les produits laitiers obstruent les sinus et aggravent la situation. Donc, si vous voulez soigner votre sinus chronique, il faut bannir de votre alimentation tout ce dont je viens de dire. Je répète, il faut éviter de boire le lait, de manger le beurre, le fromage, le yarou, les produits à base de farine blanche, le sucre, le café, l'alcool, le tabac, les épices et la viande. Les produits laitiers obstruent les sinus et aggravent la situation de santé. Donc il faut bannir tout cela de votre alimentation pour obtenir gain de cause en matière de guérison. Appliquez des compresses humides et chauds sur les sinus pendant 20 minutes soulage la douleur. D'accord? Une application de compresses humides et chaudes sur les sinus pendant 20 minutes soulage la douleur. Boire le thé des plantes qui aident la décongestion. Alors, on peut utiliser la plante qu'on appelle fenugrec ou du terme un petit peu plus scientifique, Trigonella phaeonum grassum, la mélonène, la molène, excusez-moi, verbascum. On peut utiliser l'ail et l'eucalyptus, consommer des salades qui contiennent de l'oignon, du radis et de l'ail aide à guérir. D'accord? Donc, voici quelques conseils qu'on peut vous donner dans un premier temps. Et il y en a d'autres. Prendre 10 à 12 verres d'eau par jour. Cela stimule le drainage des sinus. Donc, vous voyez, il faut boire beaucoup d'eau lorsqu'on souffre de sinus aigus. Diluer le quart d'une petite cuillère à café de sel dans 245 ml d'eau et réaliser des lavements nasaux pour expulser l'excès de mucosité. D'accord? Il faut une solution à base de sel, une petite cuillère de sel dans 245 ml d'eau. D'accord? Vous faites un lavage des sinus de manière à éviter, à expulser l'excès de mucosité pour pouvoir aider tout simplement cette partie de votre corps à trouver la voie de la guérison. Le bain chaud des pieds est efficace pour décongestionner les voies nasales. D'accord? Tremper les pieds entre 20 et 30 minutes. Finir en versant rapidement de l'eau froide sur les pieds. Se coucher dans son lit après cela jusqu'à la fin de la transpiration. Ce traitement peut se faire plusieurs fois par jour. Maintenant, il est préférable de profiter de l'air pur et frais. Le parfum des fleurs qui se diffuse dans l'air que nous respirons nous démontre la tendre attention que Dieu nous porte. Profitez de l'air rempli d'énergie et de vigueur chaque cellule du corps qui est le temple du Saint-Esprit. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est très important et durant 2018, Océan de joie en Jésus va s'atteler à montrer qu'il y a une corrélation
entre l'évangile et la santé. C'est ce que c'est vers cela que nous allons tendre pour démontrer que le corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il faut soigner le corps, qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. Il y a des aliments que Dieu demande à ses enfants de ne pas manger, même si cela existe sur la terre, même si c'est bien cuit, même si c'est bon au goût, à l'odeur. Mais Dieu nous demande de ne pas manger certaines nourritures pour pouvoir garder le corps en bonne santé, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc voici, chers amis internautes, quelques conseils que j'ai voulu vous donner dans la rubrique santé. La rubrique santé est composée de 2 parties, la rubrique santé mentale et la rubrique santé tout court. Et j'ai développé avec vous la question de la sinusite, tout simplement, de la sinusite chronique. Voilà, eh bien, je m'en vais vous laisser et si Dieu le permet, nous allons nous retrouver jeudi à 13h sur Océan de Joie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée en notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il vous accorde sa bénédiction et sa paix. Au revoir. Do do bang bang to the bang, 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 do bang bang tant de douleur, tant de souffrance, je n'en peux plus, j'en ai assez, j'en ai ras le bol, yeah, bang bang tant de douleur. Je n'en peux plus, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, yeah. Quand je regarde les infos et que j'éteins ma radio, je laisse à droite à gauche, est-ce que ça va cesser? Je ne comprends plus ce monde, tout le monde est indifférent, chacun vit pour soi-même, c'est l'égoïsme qui prime. Tant de douleur, tant de souffrance, je n'en peux plus, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, yeah. Tant de douleur, tant de souffrance, je n'en peux plus, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, yeah. Tout le monde vit à fleur de peau, a le temps de prendre le pot. Oui, non, c'est popo, et on te fait la peau. Regarde autour de toi, quelqu'un a besoin de toi, pour penser à partager un moment d'amitié. Tant de douleur, tant de souffrance, je n'en peux plus, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, yeah. Tant de douleur, tant de souffrance, je n'en peux plus, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, yeah. En Dieu, pour un lendemain radieux, juste attendre la main pour faire sourire ton prochain. Tant de douleur, tant de souffrance, je n'en peux plus. Regarde autour de toi, quelqu'un a besoin
toi, regarde autour de toi, yeah, le cœur besoin de toi, yeah, regarde autour de toi, yeah, besoin de toi, regarde autour de toi, yeah, besoin de toi, yeah, bang. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé, mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? N'auras-tu pas besoin de moi bientôt dans la nuit éternelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur?
coronavírus é um vírus que está se espalhando rapidamente pelo mundo inteiro. É transmitido quando você tosse, fala ou cospe. Também é transmitido por contato nos objetos que você toca e depois pega no rosto. A infecção pode ser grave em algumas pessoas ou quase invisível em outras. Os sintomas são tosse, febre, sensação de febre e dificuldade de respirar. Existe ação importante para evitar a infecção, ou seja, pegar o vírus ou evitar transmiti-lo a outra pessoa, mantendo-se a 1 metro um do outro. Não se beijar ou apertar as mãos. Lavar as mãos várias vezes com água e sabão. Evitar tocar nariz, boca e olho. Tossir e espirrar no cotovelo ou no lenço que você joga no lixo. Ficar em casa o máximo possível e sair apenas por motivos importantes como ir ao médico, fazer compras e à farmácia. Esse gesto deve ser divulgado a todos. Lembre-se de falar com seus filhos. Nos 14 dias anteriores, se você viajou para um país em risco ou entrou em contato com uma pessoa com coronavírus e tem febre, tosse e dificuldade para respirar, deve-se notificar a emergência ligando para o 15. Je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé, mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? N'auras-tu pas besoin de moi bientôt dans la nuit éternelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas
as besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, avec vous le pasteur Florentin. Comme nous vous l'avons annoncé, à partir d'aujourd'hui, nous allons vous proposer une série de conférences bibliques sous le thème « Voici ton Dieu ». Il s'agit pour nous de sonder avec vous les Écritures pour la comprendre, l'approfondir afin de développer une foi ferme et authentique en Jésus. Notre sujet du jour sera traité en 3 parties et répondra à la question suivante. Comment faire face à l'avenir sans crainte? Je vous invite à courber la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tournons vers toi aujourd'hui pour te remercier pour la vie. Alors que nous allons étudier ta parole, que ton Saint-Esprit nous inspire et nous aide à comprendre ce qui sera présenté. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Un beau jour d'été, un père et sa fille de 9 ans nageaient dans l'océan. Ils barboutaient dans les vagues lorsque soudain la marée commença à se retirer avec beaucoup de force. En un instant, elle avait emporté la fillette à une certaine distance. Son père ne pouvait pas l'atteindre. Il avait besoin d'aide pour la ramener vers le rivage. Heureusement, au lieu de paniquer, son père lui cria « Ma chérie, flotte et nage tranquillement. N'aie pas peur, je vais revenir te chercher. » Puis il s'éloigna rapidement pour trouver une barque. Et lorsqu'il arriva avec la barque et quelques sauveteurs à l'endroit où il avait laissé sa fillette, son cœur se mit à battre. Elle n'y était plus. La mer l'avait emportée plus loin. Mais lorsque finalement ils l'atteignirent, ils la trouvèrent flottant tranquillement comme son père le lui avait ordonné. On lui demanda plus tard comment elle avait réussi à rester calme toute seule dans l'océan. Elle répondit « J'ai fait ce que papa m'avait dit. Je savais qu'il reviendrait et je n'ai pas eu peur. » Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, c'est l'espoir de cette courageuse fillette qu'il avait gardée en vie en attendant les secours. La grande espérance qui nous maintient dans notre foi chrétienne est que notre Père céleste est sur le point de sauver notre terre parvenue au seuil de sa destruction. Il y a cela quelques années, un célèbre scientifique exprima sa crainte que notre monde risquait de ne pas durer encore 1000 ans. Il déclara que la pollution de l'atmosphère terrestre créée par l'homme causerait une élévation de température dans le monde entier. Celle-ci produirait des vagues de chaleur sur la Terre et des inondations sur les continents au fur et à mesure que les calottes polaires fondraient. Mais d'autres pensent que le monde prendra fin d'une autre manière. Certains disent que nous nous détruirons nous-mêmes au cours d'une guerre nucléaire. D'autres disent que nous n'aurons plus assez de réserves de nourriture et d'énergie à cause de l'explosion de la population. D'autres
encore disent que nous serons exterminés par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec la Terre. Certains pensent qu'un jour, des extraterrestres venus d'une autre planète débarqueront sur la Terre et détruiront tout le genre humain. La plupart d'entre nous, bien entendu, ont d'autres sources de préoccupation. Nous luttons chaque jour pour la vie, soit pour nous entendre avec les autres, soit contre la maladie, le chagrin ou la mort. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être pour la majorité d'entre nous, la vie n'est pas facile. Elle est même si difficile que parfois nous souhaitons que le monde prenne fin. La vie n'a sûrement pas été faite pour être si pleine de souffrance, de faim, de fatigue et de stress. Nous aspirons à un monde meilleur. Mes amis, voici une bonne nouvelle. Ce monde va vraiment prendre fin. Et c'est un monde meilleur qui va le remplacer. Presque chacun d'entre nous souhaiterait savoir comment et quand ce monde prendra fin. Sera-ce de notre vivant ou dans 1000 ans ou dans 10 000 ans? Qui a raison sur la manière dont il prendra fin? Aujourd'hui, il ne manque pas de prophètes pour faire des prédictions. Mais le problème est de trouver des prophètes dont les prédictions sont exactes, c'est-à-dire qui s'accomplissent vraiment. Mais savez-vous qu'il existe quelqu'un dont les prophéties se sont toutes réalisées jusqu'à la dernière? Quelqu'un qui peut nous dire exactement comment le monde va prendre fin et s'il va prendre fin bientôt ou durer encore 10 milliers d'années. Cela ne devrait pas nous surprendre d'apprendre que celui qui a créé notre monde, celui qui était présent dès le commencement, est celui qui sait comment ce monde va prendre fin. Mes amis, mesdames et messieurs, Jésus-Christ, le Dieu de la création, peut, par sa parole, nous guider vers l'avenir. C'est un guide digne de confiance. Qui pourrait en connaître plus sur la fin de notre monde que celui qui était présent à son commencement? La Bible raconte un épisode intéressant de la vie de Jésus-Christ. Un jour, ses disciples le prirent à part pour lui montrer les bâtiments du temple qui avaient été reconstruits par le gouverneur romain. C'était l'un des chefs-d'œuvre d'architecture de tout l'Empire romain. Et après avoir regardé ces bâtiments, Jésus fit à ses disciples une surprenante déclaration qui se trouve dans Matthieu 24, verset 2. Il dit: « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'était le plus grand bâtiment de la nation israélite et Jésus venait de prédire qu'il serait entièrement détruit. Les disciples furent choqués. En montant au mont des Oliviers, ils posèrent à Jésus la question que n'importe lequel d'entre nous aurait posée. Dans Matthieu 24, verset 3, ils dirent: « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Voyez-vous, mesdames et messieurs, les disciples avaient l'impression que si ce bâtiment devait être détruit, ce ne pouvait être qu'au moment de l'avènement de Jésus et de la fin du monde. Mais dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, nous découvrons que Jésus parlait en réalité de deux événements différents. L'un de ceux-ci était le second avènement de Jésus, son retour en gloire et l'instauration du royaume éternel sur notre terre. L'autre, par contre, était un événement dont beaucoup de personnes vivant à cette époque seraient témoins. C'était la destruction de Jérusalem et de son temple. Jésus commença alors à décrire à ses disciples ce qui allait arriver au temple. Il leur dit dans Matthieu 24, verset 15-16, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Daniel avait prédit que Jérusalem serait détruite. Mais Jésus rappelle maintenant à ses disciples que les avertissements du prophète Daniel vont bientôt se réaliser. Il leur dit dans Matthieu 24, verset 17-18, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour reprendre son manteau. En d'autres termes, il leur dit de s'enfuir pour sauver leur vie, car lorsqu'ils verraient des armées encercler la ville de Jérusalem, la destruction de cette ville serait imminente. Il leur dit dans Luc 21, verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Puis il ajouta que, où qu'il soit, lorsqu'il verrait ces armées, il devait s'enfuir, car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ceci se trouve dans Luc 21, versets 22 et 24. Effectivement, mesdames et messieurs, en l'année 66 de notre ère, environ 33 ans après la prédiction de Jésus, les armées romaines, sous les ordres de Cestius, vinrent réprimer
une révolte qui avait éclaté à Jérusalem. Ils assiégèrent la ville, mais elle résista. Finalement, les armées romaines se retirèrent, désespérant de pouvoir s'emparer de la ville. Ceux qui suivirent les instructions données par Jésus échappèrent à la destruction de Jérusalem et ne furent pas massacrés au moment de la prise de la ville par les armées romaines. Environ 1 100 000 personnes perdirent la vie au cours de ce terrible siège. Celles-ci n'avaient pas suivi les instructions de Jésus préconisant de fuir la ville lorsque l'armée romaine se retirerait en l'an 66. Nous avons là, mesdames et messieurs, une leçon frappante sur l'importance d'étudier les prophéties et d'en prendre garde aux signes des temps. Ceux qui crurent à la parole de Jésus et observèrent les signes qui leur avaient été prédits furent sauvés, alors que les incroyants périrent. Il en sera de même à la fin du monde. Les croyants qui veilleront seront délivrés, pendant que les insouciants et les impénitents périront. Qu'arriva-t-il à ce magnifique temple? Titus, le général romain chargé de s'emparer de la ville de Jérusalem, avait donné l'ordre d'épargner le temple. Mais l'un de ses soldats lança un flambeau à travers une porte et le temple s'embrasa. Il n'en resta pas pierre sur pierre. Les prédictions de Jésus faites à ses disciples presque 40 ans avant la destruction de Jérusalem s'étaient accomplies exactement. Mesdames et messieurs, ignorerons-nous les signes que Jésus nous a donnés concernant la fin du monde? Prendrons-nous garde à ces avertissements? Serons-nous prêts pour ce qui nous attend? Comment saurons-nous que la fin du monde est proche? Eh bien, vous devez savoir, mesdames et messieurs, que Jésus a donné des signes clairs, annonciateurs, concernant la fin du monde. Et nous allons voir cela dans la série numéro 2. Demain, si Dieu veut, nous allons voir quels sont les signes que Jésus a donnés pour qu'on sache que la fin du monde est proche. En attendant ce moment, mesdames et messieurs, si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire au 06 94 233 352. 06 94 233 352. Vous pouvez nous envoyer un SMS, un WhatsApp, ou alors nous écrire par mail à évangile de vie en minuscule collé évangile-de-vie.bible@gmail.com. évangile-de-vie.bible@gmail.com. En attendant de nous retrouver la prochaine fois, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. À bientôt. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était Voici ton Dieu sur la RJV. Et découragé, je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.